Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. On lui doit notamment le MUSEM à Marseille, le musée du Louvre à Lens, le musée des civilisations à La Réunion ou encore la passerelle de paix à Séoul. L'architecte Rudy Ricciotti a été choisi pour dessiner la manufacture de la mode de Chanel à Aubervilliers, près de Paris. Elle verra le jour en 2020. Bonsoir Rudy Ricciotti, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous publiez ce livre, L'exil de la beauté. C'est un livre de conversation pour demain, textuel. C'est la maison d'édition et c'est qui vous pose les questions. On le verra tout à l'heure. Le David d'Equinville. Alors, l'exil de la beauté au moment où Notre-Dame de Paris est partie en fumée, on va en parler. Mais d'abord, qu'avez-vous ressenti il y a 3 jours, lundi soir, lorsque ce joyau de la France a été attaqué et ravagé par les flammes? C'était sidérant. Sidérant par la rapidité du brasier. Je l'ai suivi dès le début. Et c'était une sensation comme si le diable soufflait sur Notre-Dame. Vous voyez, c'était un peu ça. Cette image-là, voilà. Pas faire d'autres commentaires. Et vous, tout a été dit sur la perte patrimoniale, etc. Voilà. Ouais. Et vous, très tôt, vous êtes un des premiers architectes à ne pas avoir attendu qu'on pose la question comment reconstruire. Il y a une question qui vous taraude, on va dire à 20 h déjà, alors que les flammes sont encore là. Quelle était cette question? On me pose des questions, un journaliste me pose des questions, et je dis mais immédiatement la question de la restitution de l'œuvre de Viollet-le-Duc va se poser. La flèche. Ouais, la flèche. Viollet-le-Duc, les conservateurs détestent. Et donc ce qui est incroyable, c'est qu'il va falloir réhabiliter l'œuvre de Viollet-le-Duc comme une réhabilitation politique. Voilà, comme la réhabilitation de Jeanne d'Arc ou d'autres. Pour vous, c'est plus une question politique qu'une question non, mais c'est une politique d'architecture. non, mais si au sens esthétique du terme. Ouais. La relation politique et esthétique est extrêmement intense. Mais dans ce personnage, Viollet-le-Duc, qui est quand même complètement dingue. C'est ce personnage qui voulait rectifier le Mont Blanc aussi, vous voyez. C'est un incroyable personnage. Va se poser la question de savoir s'il faut restituer à l'identique la flèche. Voilà. Alors déjà, la restituer à l'identique, c'est déjà beaucoup, parce que c'est un chef-d'œuvre à l'intérieur de ce territoire gothique qu'est Notre-Dame. Ouais. Bon, déjà, savoir s'il faut la faire différemment ou pas, avant d'arbitrer, je crois qu'il convient de prendre le temps de la réflexion. Ouais. Justement, le Premier ministre Édouard Philippe a lancé un concours international, un appel aux architectes pour savoir précisément déjà s'il faut reconstruire cette flèche. Vous pourriez participer ? Mais bien sûr, comme beaucoup d'architectes, je vais tenter d'y participer, évidemment. C'est très tentant, c'est le cas de le dire. Mais le sujet est vaste. Moi, je crois qu'il faudra travailler de l'intérieur le dispositif, c'est travailler les parties cachées. Le contexte, j'ai envie de dire, métaphysique de la flèche. Quand même, l'image de Quasimodo, de Victor Hugo est toujours présente. Et son sourire triste doit participer aussi de l'émotion que nous aurons, des comptes à rendre que nous aurons. Vous voyez, mais de l'intérieur, comment vous la rêvez justement, cette Notre-Dame de Paris, avec cette fameuse forêt ou avec des nouveaux matériaux, vous qui êtes architecte? C'est ça qui se pose. Est-ce qu'on profite des nouvelles techniques, y compris d'ailleurs pour éviter qu'un nouveau drame ne survienne? Évidemment, évidemment. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de couper combien, je ne sais pas, de milliers de chaînes pour arriver à ce résultat, ni non plus positionner Notre-Dame sous la colonisation des mythologies consuméristes telles que l'inox, le titane. J'ai entendu ça, qui est assez terrible, quoi, de vouloir une fois de plus faire porter à nos rêves l'idée du sous-développement et de sa soumission aux mythologies anglo-saxonnes, notamment mythologie industrielle. Donc moi, je travaillerais plutôt dans une idée d'ensorcellement. Voilà. J'aimerais bien ensorceler... parce que le diable n'est pas loin, finalement, dans cette aventure. Et je crois qu'il faut interpeller l'archange Gabriel pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dire aux mathématiques. Je crois qu'on a une école mathématique française extrêmement puissante qui permet de modéliser les comportements physiques, mécaniques, des matériaux nouveaux. Et aussi, surtout, porter à nouveau, avec ce budget à disposition, le soutien au savoir-faire français. Je tiens à le dire, au savoir-faire français. Nous avons des maîtres d'œuvre, nous avons des ingénieurs, nous avons des artisans, nous avons des entrepreneurs, des gens d'exception. Voilà. En tout cas, là, il y a effectivement ces images de dévastation, de perte. Et au fond, votre échange tombe à pic avec David d'Equinville, l'exil de la beauté. À un moment donné, d'entrée du livre, il vous pose la question, quelles raisons vous ont décidé à vous exprimer sur la beauté? Et vous dites, parce qu'elle n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas du tout à l'ordre du jour de parler de la beauté. Ça veut dire quoi? On parle que du moche? Non, mais bon, nous sommes envahis par la laideur.
Évidemment, mais physiquement, la laideur de ce que nous avons à table, la laideur de la croissance urbaine des villes, la laideur par la publicité qui envahit tout. Des tweets de Donald Trump aussi, vous dites, des réseaux sociaux notamment et de ses dérives. Oui, bien sûr. Mais la beauté a été culpabilisée. On sent quand même que les théories de la déconstruction, du minimalisme, nous ont amenés extrêmement loin, finalement. On sent qu'il y a un désarroi, c'est une perte de rêve esthétique, comme si la beauté était coupable, voilà. Alors, la page 9 du livre aussi, il y a cet petit extrait où vous dites, et ça rejoint ce qu'on disait sur Notre-Dame de Paris, quand on est architecte, doit-on considérer la beauté comme un problème? Et vous dites, quand on est un architecte français, provincial, maniériste et réactionnaire petit bourgeois sans ambition internationale, le seul vrai problème pour un architecte, ce sont les gigantesques colonies de fourmis d'Argentine qui envahissent votre maison et vous bouffent tout sur le passage, les plantes, les autres insectes, le garde-manger et les fils électriques. Les fils électriques. Et on pense forcément à Notre-Dame si c'est un court-circuit, par exemple. Ça veut dire quoi? On a tendance à voir les architectes, y compris avec ce débat de Notre-Dame, comme des... Non, mais merci de mettre la dérision aussi en avant dans ce livre où on rit beaucoup, hein, vous me l'avez dit. Vous faites l'éloge du rire. Hein. Oui, quand même, on rit beaucoup. Enfin, j'adore traiter des sujets graves avec beaucoup d'ironie et même d'autodérision. Mais... Oui, mais là est une autre vérité. C'est-à-dire que le champ esthétique se nourrit d'informations transversales, cachées, dans la pénombre des signes. Et il nous faut interroger cette réalité. Voilà. Et parler des fourmis, c'est parler de la difficulté existentielle de l'architecture. On a sélectionné une photo pour vous. Il ne s'agit pas de fourmis. On va vous montrer cette photo. On est quelque part pas loin de chez vous. Vous vivez à Cassis. Vous vous appelez Cassis, d'ailleurs. Absolument, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Cette photo, qu'est-ce qu'elle vous inspire, puisqu'il en est question dans le livre? On est où, là? Je ne vois pas. Elle est où? Ah, vous la voyez là, ici ou là? Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, la soucoupe. La soucoupe volante, pas loin de Bandol. Je ne connais pas. Et vous dites que le mouvement des gilets jaunes, vous voyez pas les petits gilets jaunes là? Et vous en parlez dans le livre. Mais c'est un photomontage. Ah oui, parce que je dis que les gilets jaunes sont devenus... Vous dites que c'est plus esthétique que politique, ça veut dire quoi? La question des gilets jaunes? Oui. D'abord, il faut entendre les gilets jaunes, condamner l'extrême violence qui l'accompagne, ça c'est absolument évident, mais il faut entendre. Et ce qui me frappe, c'est les ronds-points. Les ronds-points qui accumulaient les signes les plus désolants d'une perte d'énergie esthétique sont devenus aujourd'hui des signes d'une protestation politique. Et lorsqu'on fait le tour en voiture d'un rond-point, oui, on comprend ce dont ça parle. Alors lorsqu'on a une barque ou une main qui tient des voitures, vous voyez, c'est quand même dans une espèce de folie permanente. Et... alors je disais dans une émission de radio, mais ça qui n'était pas en direct, ça a été censuré, que les Gilets jaunes, comme territoire de protestation, étaient devenus la nouvelle Bastille, mais aussi le clitoris de la République. Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Je vous pose la question. Mais parce que c'est un territoire extrêmement sensible. C'est incroyable la fixation idéologique qui s'est faite, la fixation esthétique qui s'est faite sur les ronds-points. Et les Gilets jaunes ont eu raison d'aller sur les ronds-points parce qu'au moins il n'y a pas de détérioration, c'est sans conséquence, on ne détériore pas le patrimoine, on ne fout pas le feu. C'est vrai que les ronds-points incarnent le côté pacifique du mouvement, hein, aussi. Ça incarne la plateforme révolutionnaire. Ouais. Voilà. Pourquoi vous disiez tout à l'heure que le rond-point, au fond, il était très symbolique? C'est un rond-point, on tourne et parfois on ne sait plus quand est-ce qu'il faut sortir. Un jeune Algérien a fait un documentaire qui s'appelait Un rond-point dans ma tête. Il y a des ronds-points qui s'enchaînent comme les anneaux olympiques aussi. C'est une espèce d'hystérie. Il y en a 200, 300 000, 1 million, on ne sait pas en France. Une espèce de folie, une manière d'être pris dans un tourbillon qui permet de perdre sa propre mémoire. Hein. Vous avez dit donc que ce mouvement, lui, il avait une certaine esthétique. Alors la quête de la beauté ne délivre pas, dites-vous, un certificat d'impunité. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? La quête de la beauté ne délivre pas un certificat d'impunité. Là, vous êtes en train de mettre l'accent sur l'idée que ce livre serait difficile d'accès. Ouais. Dans ce livre, on rit beaucoup parce que c'est une prise de risque, la quête de beauté. C'est se mettre en difficulté plutôt que de mettre en difficulté les autres. Ça oblige à formuler des exigences, formuler de manière très attentive une critique sur les situations. Vous voyez, par exemple, il y a un passage où je dis que je ne supporte pas la publicité à table. Ouais. Je suis obligé de me battre. Et ma compagne le comprend très bien, pour ne pas avoir des yaourts avec une pub de supermarché écrite dessus. Vous voyez, comme si le supermarché fabriquait comment vous faites alors? Parce que c'est difficile de trouver un yaourt sans packaging, entre guillemets, pour utiliser un anglicisme. Ah, c'est une baston au quotidien. Ouais. Il faut y aller à la hache. Vous allez à la coopérative. Non, il faut y aller à la hache. Il faut tout vider, mettre dans des... On a tous des petits pots en céramique, etc. Mais ce n'est pas du dandisme. C'est une exigence esthétique au quotidien, jour après jour. Et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Vous avez été choisi pour dessiner, je le disais, la manufacture de la mode de Chanel à Aubervilliers, près de Paris. Ça verra le jour en 2020. Où en êtes-vous? Écoutez, on en est au deuxième sous-sol.
les travaux avancent bien. C'est un projet formidable, justement au sens politique. Parce que quand même, Chanel, qui est une entreprise dont les deux propriétaires sont des frères, des Français, là, il faut juste rappeler que sur ce sujet, Chanel réalise 26 000 m² pour installer les mains d'or, ces couturières, ces métiers savants, les plumassiers, les perles, la soie, etc., pour leur permettre de les protéger du point de vue économique. Ce sont des emplois très fragiles, des métiers très savants. Ils sont installés gratuitement. Je trouve ça formidable. Et en plus, ils pourront travailler pour d'autres. Que ce soit ce projet ou le MUSEM à Marseille ou d'autres, comment travaille un architecte? Victor Hugo, nous avions hier un reportage sur la rénovation de sa maison à Guernesey. On voyait cette petite table où il écrivait face à la mer. Vous, l'architecte, comment vous travaillez? Vous travaillez avec un crayon à la main, face à la mer dans le sud? Non, je ne travaille pas en pédalo avec un feutre et un calepin sur les genoux. Je travaille beaucoup dans l'anxiété, avec la peur de me tromper. Je rencontre vraiment la difficulté existentielle chaque fois que je travaille sur un sujet. Je le dis avec beaucoup de lâcheté, beaucoup de peur. Moi, je ne prends pas de plaisir à faire mon métier, que j'adore, évidemment, mais la question de la création ne me rend pas hilar, vous voyez. J'aurais plutôt envie de me bourrer la gueule plutôt que de démarrer un projet. Et lorsque je sors d'un projet, je suis soulagé. Et lorsque ce chantier est fini, je ne retourne pas le voir. Je retourne pas le voir parce que je n'y vois que des défauts. Que des défauts, que des défauts. Et même avant même qu'il démarre, je n'y vois que des défauts. Mais c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du MUSEM ce soir. D'ailleurs, superbe édifice donc à Marseille avec des expositions qui connaissent un franc succès. C'est sans doute dû aussi à l'architecture du site. Merci beaucoup Rudy Ricciotti d'avoir été avec nous. Conversation avec David Desquinville, c'est aux éditions Textuelles. Merci beaucoup à vous.